Geoffroy Lejeune, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste de formation. En 2012, vous intégrez la rédaction du journal Le Point. Vous rejoignez ensuite Valeurs Actuelles, dont vous deviendrez le rédacteur en chef des services politiques en 2015. Puis en 2016, vous deviendrez directeur de la rédaction du magazine Valeurs Actuelles. Vous êtes connu comme étant le plus jeune rédacteur en chef. Pour l'instant, ouais. Pour l'instant. Et vous dites adorer votre boulot. Donc dans le cadre de cet entretien, nous allons nous intéresser à la question de savoir qu'est-ce qu'un chef. Par votre parcours dans les médias, vous avez été appelé à côtoyer de nombreux meneurs d'hommes. Quelles sont pour vous les grandes qualités pour être un chef ? C'est marrant, moi j'ai fréquenté plutôt des politiques en fait, puisque j'étais journaliste politique à la base. Et du coup, ce que j'ai constaté, c'est qu'en fait, la première des qualités quand je fréquentais des chefs politiques, c'était en fait le charisme en fait, hein, qui dégage, qui installe une autorité naturelle. Et donc du coup qui fait de quelqu'un qui est un politique normal en fait un chef politique, un meneur d'hommes et un leader politique. Ça je l'ai constaté notamment en fréquentant moi j'ai beaucoup suivi Nicolas Sarkozy quand il était en politique, et j'ai constaté ce truc que tous ceux qui l'ont fréquenté ou approché de près ont décrit, c'est que en fait quoi qu'on pense du personnage politique, quand Nicolas Sarkozy rentre dans une pièce, l'atmosphère change immédiatement, tout de suite. Il se passe un truc, il dégage un truc. Pourtant, il n'est pas très impressionnant physiquement, puisqu'on sait qu'il n'est pas très grand, et il peut même passer inaperçu dans une foule. Mais en réalité, il se passe quelque chose. Il y a un magnétisme. Il y a une. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il a une forme de détermination dans sa manière de marcher, d'avancer, de serrer la main, de regarder dans les yeux, etc. Et donc en fait, c'était quelque chose d'animal presque, et de physique. Mais pour prendre juste cet exemple-là de Nicolas Sarkozy, lui, ça passait par l'autorité passait par le charisme et par cette espèce de mise en scène du personnage. Donc voilà. Ensuite, j'ai fréquenté d'autres personnages politiques qui avaient une autre forme d'autorité et qui étaient des chefs d'une autre manière. J'ai pas mal connu aussi François Fillon, notamment quand il était candidat à la présidentielle. Là, c'était quelque chose de différent. C'était le personnage sacrificiel, en fait, celui qui est en train de se faire éventrer, qui se fait tirer dessus tous les jours, etc., qui dégageait un truc qui faisait que donc, pendant sa campagne, il y a eu une attraction autour de lui. C'était quasiment, en fait, c'était pas un chef avant de devenir candidat à la présidentielle. Ça avait toujours été quelqu'un d'un peu solitaire. Il avait été chef de gouvernement, mais en réalité, dans la Ve République telle qu'elle existe aujourd'hui, c'était pas lui qui menait les troupes. Il gérait une majorité présidentielle, c'était plutôt ça. Quand il est devenu candidat à la présidentielle, je l'ai vu se transformer parce que tout à coup, son autorité est venue du fait qu'il était celui qui prenait les coups, qu'il était la cible, etc. Et en fait, donc il y a plein de façons d'être chef, en tout cas dans ce que moi j'ai vu en politique. Mais en tout cas, j'ai constaté que la chose la plus importante c'est l'autorité. Et en fait l'autorité, ce qu'on finit par comprendre au bout d'un moment, c'est qu'elle se décrète pas en réalité. Elle tient pas sur un bout de papier, elle tient pas dans un code du travail, dans un contrat de travail. On l'a ou on l'a pas, en tout cas on installe ce rapport avec les gens ou pas. Et en l'occurrence, ceux qui réussissent en politique, je crois, réussissent à l'installer de manière très naturelle. Donc le charisme, vous me disiez autorité, vous pensez que c'est quelque chose de concret à notre époque, ou ça a été de tout temps comme ça ? Je pense que c'est en fait tellement naturel, tellement intrinsèque dans notre nature humaine d'en avoir besoin et d'avoir besoin de se regrouper derrière un chef. Enfin, dans le monde animal, c'est comme ça quasiment partout. Et en réalité, on n'échappe pas à notre nature, donc en fait, on en a besoin. On reconnaît un chef quand on le voit arriver. Et en effet, on vit dans une société qui a voulu un peu moquer, piétiner, rejeter la figure de l'autorité, notamment celle du père, mais pas que, toutes les figures d'autorité, donc qui les a combattues, qui les a délégitimées. Et en réalité, ce qui est assez intéressant, c'est que moi, je crois vraiment fondamentalement qu'on n'échappe pas à ce qu'on est, et qu'en réalité, on continue en fait à en avoir besoin. Donc quand ça manque, ça manque cruellement et la société peut se déliter. Et surtout, en fait, on a quand même toujours besoin de se trouver un guide, un mentor, un chef, quelqu'un qu'on va suivre, en qui on va faire confiance, en qui on va avoir confiance. Et en réalité, donc je pense que on ne peut pas se passer de ça. Donc la nature revient au galop. Donc vous êtes toujours rédacteur en chef de Valeurs Actuelles depuis vos 27 ans, si on ne se trompe pas. Et au vu de votre expérience, est-ce que vous pensez que la jeunesse peut être un handicap pour être un bon chef ? Ou alors est-ce que ça peut être
Ça peut être plus difficile de devenir un bon chef en étant plus jeune? Alors, je sais pas si je suis un bon chef, mais il y a quelque chose qui est un peu trompeur, c'est que je suis pas très vieux pour le poste, mais en réalité je suis très vieux au sein de la rédaction. C'est-à-dire qu'en fait, je fais partie des vieux en fait aujourd'hui de cette entreprise, parce qu'il y a beaucoup de gens beaucoup plus jeunes que moi et qui mais dans des proportions impressionnantes. C'est-à-dire que il y en a pour certains ont 10 ans de moins que moi. Moi j'ai 32 ans, et il y a des gens ici qui ont 20, 21, 22 ans, beaucoup. Et je pense que je suis dans la partie la plus âgée de la rédaction. Donc, et en plus, comme ça fait 10 ans que je travaille ici, je fais partie des plus anciens. Donc du coup, pour ces deux raisons-là, en fait, je suis pas un jeune moi. En fait, ça me fait beaucoup de peine de le constater, mais en réalité, c'est plus vrai. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est que évidemment, ça peut être un handicap, je pense, pour faire son métier correctement, surtout quand on doit exercer justement, quand on doit prendre des décisions, quand on doit les assumer, etc. Après, moi en fait j'ai été pour le coup chef scout quand j'étais jeune, et ma seule expérience elle tient dans ce domaine-là, et en fait ça m'a tout appris, en tout cas de tout ce que j'ai comme expérience dans le domaine, c'est là que je l'ai appris, et en réalité je suis persuadé que c'est une des meilleures écoles de vie, et en fait c'est un système, le scoutisme, où en fait vous commencez en bas et vous êtes appelé à devenir chef, et quasiment tout le monde l'est, sauf accident ou sauf si vraiment c'est pas votre truc. Mais vous pouvez l'être. Il y a pas il y a pas une sélection naturelle très violente. Et c'est quelque chose qui apprend à devenir chef, soit chef de patrouille de ces petits scouts, soit plus tard chef de troupe. Moi c'est ce que j'ai été, de garçons qui ont entre 12 et 16 17 ans. Et en fait tout ce que j'ai vécu à l'époque quand j'étais chef, sans vraiment le conscientiser, j'étais vachement bien épaulé par les adultes qui s'occupaient de moi. Tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai compris en faisant des camps, des week-end scouts, etc. En réalité, c'est la même chose qui se passe dans ma vie de tous les jours en entreprise. C'est exactement les mêmes rapports, c'est exactement le même besoin de savoir déléguer, de savoir faire confiance, de savoir aussi changer d'avis quand on se trompe, de savoir faire confiance du coup aux opinions divergentes, les laisser s'exprimer, avoir en tête la progression des gens aussi qui travaillent avec vous. Tous ces trucs-là, en réalité, c'est le fonctionnement du scoutisme, et j'ai l'impression que c'est exactement de la même manière. Il se trouve, je pose souvent la question, comme vous êtes en train de le faire avec moi, je la pose à des dirigeants d'entreprise quand j'en rencontre, et je m'intéresse en général assez peu aux dimensions business de leur boulot, mais beaucoup plus à la partie management. Et en fait, tous, y compris quand ils ont 50 000 salariés, c'est déjà arrivé il y a peu de temps, on discute de ça, et qu'ils connaissent ou pas le scoutisme, ils finissent par me dire ouais, en fait, en gros, c'est ça. En gros, c'est ça l'essence du métier, c'est savoir. Et c'est intéressant parce que, par exemple, je pense que la pire qualité d'un manager, je vois, moi j'ai été comme ça avant, puis je vois d'autres gens qui sont comme ça, c'est de pas faire confiance et de pas savoir déléguer. Si vous faites ça, vous vous retrouvez complètement tout seul. Vous êtes incapable de prendre une décision, et en fait vous ne pouvez plus exercer votre métier. Et donc du coup ça c'est marrant, c'est vraiment un truc, le principe de subsidiarité qui est intrinsèque au mouvement du scoutisme, où il faut imaginer quand même qu'il y a des parents qui ont entre 35 et 50 ans qui confient leurs enfants à des gosses de 18 ans. Donc il y a un truc en fait un peu magique quoi, et en gros moi je pense que c'est indépassable comme école de formation pour les chefs. Du coup, vous avez parlé de charisme, donc quelque chose qu'on a naturellement, et vous avez parlé aussi d'expérience. Est-ce que vous pensez qu'on est leader ou qu'on le devient? Je pense que les deux sont possibles. Il y a des gens qui sont attirés par ça. Moi, je vois bien ici, et on sent qu'il y en a qui ont la fibre, voilà. Puis il y en a d'autres qui font des super chefs qui n'étaient pas programmés pour ça, et qui en fait finissent un peu par sens du devoir ou du sacrifice à le devenir, et qui sont des très bons chefs. Je pense honnêtement, pour avoir eu moi plein de chefs et pour en connaître plein aujourd'hui, qu'il y a 150 000 manières différentes d'être chef, et quand il y a 150 000 manières différentes d'être un bon chef, il y a peut-être, d'ailleurs, enfin moi j'ai travaillé avec des chefs extrêmement différents, et à leur manière ils m'ont tous apporté quelque chose, donc je suis pas persuadé qu'il y ait un seul modèle. En revanche, peut-être il y a un invariant que j'ai pu constater, c'est ce que j'explique ici aux gens qui du coup sont appelés à devenir des chefs ou des managers dans l'entreprise, à prendre des responsabilités, à gérer d'autres gens. Peut-être la chose qui pour moi symbolise, caractérise le chef, et à laquelle on peut pas échapper, c'est il y a deux dimensions en réalité. La première, c'est celle du service, c'est-à-dire qu'il faut se mettre au service déjà d'un projet collectif, et au service des gens qui vont mener à bien ce projet, c'est-à-dire de penser à leur progression, leur épanouissement, etc. En dehors de cette philosophie-là, vous pouvez pas obtenir, moi je crois pas à la carotte et au bâton, ni au fouet, ni à quoi que ce soit. Je crois vraiment que les gens réussissent des choses quand ils sont heureux de le faire en fait. Et donc du coup c'est la première chose, c'est savoir se mettre au service de ça, pour faire en sorte que ce projet soit tout à coup porté collectivement par des énergies qui vous dépassent complètement. C'est la première chose. Et la deuxième chose, qui est quand même l'apanage du chef, et ça pour le coup c'est la stricte compétence, c'est la responsabilité, c'est-à-dire assumer la responsabilité quand il y a un échec par exemple.
Quand il y a un échec, quand il y a une erreur, quand il y a quelque chose, je pense que la pire erreur du chef est de vouloir sanctionner tout de suite pour savoir qui est le responsable de la connerie, et puis et en fait c'est pas comme ça qu'on évite qu'elle recommence. C'est en disant je vous ai fait confiance, j'ai mis en place cette organisation pour réussir telle chose et on n'a pas réussi, c'est donc ma faute, c'est moi qui me suis trompé sur l'endroit où je vous ai mis, la chose que je vous ai demandé, la manière dont je vous ai demandé de le faire. Et en fait, quand il y a un échec, la responsabilité, elle est toujours celle du chef, et donc c'est à lui de l'assumer. Il faut et ce défilé, c'est la caractéristique du mauvais chef, du mec qui est pas fait pour ça, quoi, en gros. De par votre carrière de chef de rédaction, est-ce que vous auriez une anecdote qui vous a marqué à nous raconter? J'en ai 30 par jour, mais des anecdotes. Sur quel registre, quoi. Plus en termes de management, par exemple. Des situations de crise, vous avez dû gérer par exemple des équipes et faire face peut-être... Moi, je vais vous raconter un truc qui m'a beaucoup marqué à ce niveau-là. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le service et la responsabilité. C'est ce qui m'a sauté aux yeux à ce moment-là. En fait, on a vécu il y a quelques mois un truc un peu dur à vivre collectivement, qui était ce qu'on a appelé l'affaire Obono, qui était en gros une polémique qui a touché le journal, qui était relativement violente. Et moi, en fait, ça faisait pourtant 5 ans que j'étais en poste, mais j'avais jamais vécu ça vraiment dans ces proportions et tout. Et en fait, ce qui m'a frappé sur le plan purement managérial, c'est qu'en fait, et pourtant j'ai fait ça spontanément, sans avoir vraiment le temps de me poser la question ni même l'envie de faire autrement, etc. Mais en gros, assez vite, la question ça a été qui est responsable de tout ça. Et en fait, avec Tugdual Denis, qui est directeur adjoint de la rédaction, en fait, on s'est même pas posé la question du tout. On s'est dit, c'est nous, enfin, je veux dire, on est là, on manage ce journal, on le relit, on donne les idées de sujets, on relit les papiers avant qu'ils soient publiés, on vérifie tout jusqu'au moindre détail, ce qu'on avait fait en plus en l'espèce. Donc à partir du moment où il y avait une polémique qui touchait le journal sur un contenu qu'on avait laissé passer, c'était notre problème. Pas le problème de l'auteur, pas le problème du dessinateur, pas le problème de la rédaction, de personne. C'était notre sujet. Et en fait, ça nous a été beaucoup dit après par les gens avec qui on bosse ici. Ils ont dit tous que qu'ils ont trouvé ça super, qu'en fait on aille au charbon et tout, ce qui nous paraissait super normal, mais en réalité c'est le côté, voilà, on assume, c'est nous, on dirige ce canard, donc c'est nous qui allons endosser la responsabilité de cette histoire. Ça c'est la première chose qui m'a marqué. Puis la deuxième chose, c'est qu'en fait ici il y a une ambiance un peu bon enfant, on se prend pas hyper au sérieux, il y a une structure hiérarchique qui est relativement floue en réalité. Enfin, je veux dire, ça empêche pas le journal de tourner, mais bon, c'est pas très guindé, quoi, comme ambiance. Et en fait, au moment où on a vécu cette histoire, on a dû débrancher notre cerveau pendant une semaine et faire des plateaux télé 3 fois par jour et répondre à tous les journalistes de Paris qui voulaient des explications sur ce qui s'était passé, puis répondre aux attaques, etc. Et en fait, à ce moment-là, du coup, on a complètement lâché l'affaire, on s'est pas du tout occupé du journal. Pour la première fois de ma vie, je l'ai pas lu alors qu'ils ont publié un autre numéro au moment où c'est arrivé. Et puis, il y avait un fonctionnement du quotidien, du site, enfin bref, on a complètement arrêté. Et tous les gens avec qui on travaille habituellement, en ayant l'impression, nous, d'être hyper impliqués dans le management au quotidien, etc., se sont complètement débrouillés sans nous totalement en autarcie. Le journal a très bien tourné, il n'y a eu aucun problème. Les gens se sont complètement responsabilisés. En fait, en gros, on a lâché l'affaire et en fait, le journal a tourné et en fait, c'était genre relativement beau de se dire, en fait, quand on est dans la merde, en fait, derrière, ils vont prendre le relais parce qu'en fait, il y a une manière assez saine de se répartir les responsabilités et on s'est senti complètement porté par une rédac absolument incroyable, avec des gens qui étaient justement prêts à se responsabiliser. C'est pas qu'ils soient pas responsables le reste du temps, mais c'est qu'en fait, tout à coup, quand il faut serrer les coudes et quand il y a un truc qui collectivement nous touche de plein fouet, en réalité, c'est comme j'avais l'impression que c'était comme dans une fourmilière, vous savez, chaque fourmi a sa tâche, chaque fourmi sait exactement ce qu'elle doit faire, et puis au moment où il y a une vague qui va emporter la fourmilière, elles vont toutes s'accrocher les bras et pour essayer de flotter et sortir et survivre au truc. J'ai senti exactement ce truc-là et je me suis dit, putain, en fait, on a vraiment de la chance, on bosse dans une rédac de dingue, avec des gens incroyables, on a vraiment trop de chance, quoi. Et donc, du coup, c'est les deux trucs, enfin, c'est l'anecdote qui évidemment m'a le plus marqué sur le plan managérial depuis le début, et c'est là où j'ai compris qu'en fait, quand vous êtes capable de vous mettre au service d'un projet et de gens, bah, ils font pareil pour vous, en fait, et quand vous assumez une responsabilité, ils vous en sont extrêmement reconnaissants et ils vont assumer les leurs beaucoup mieux. Enfin, je pense que ça a été un truc qui, en fait, collectivement, d'ailleurs, pas mal de gens, enfin, ça nous a tous beaucoup marqué. Et on a recruté après ça des gens qui, en fait, de l'extérieur avaient compris qu'il se passait un truc en interne et qui ont voulu venir bosser avec nous parce qu'ils ont trouvé qu'on avait été, entre guillemets, assez soudés dans la réaction, etc. Enfin, c'est un truc, on a réussi à faire de cette affaire horrible et de cette polémique un peu violente un truc qui nous a complètement transcendé, en fait. Est-ce que vous avez une figure référente d'un bon chef?
une personne qui vous a inspiré, peut-être un grand leader qui vous a inspiré? En fait, non, j'en ai pas. J'en ai pas. J'en ai plein, enfin j'en ai plein, et à la fois pas assez. J'ai pas un modèle. Moi, je m'attache vachement vite aux gens pour qui j'ai de l'admiration, etc. Donc il y a énormément de gens que je respecte beaucoup, notamment pour leur charisme, leur autorité, leur manière d'être chef, etc. Que ce soit en politique, que ce soit même dans le monde des affaires, des gens que je trouve extraordinaires dans leur manière de faire, etc. Et il y en a pas un qui cumule tout. C'est-à-dire que je suis allé piocher en fait chez des modèles divers et variés. Par exemple, j'adore la manière dont un mec comme Philippe de Villiers sait mettre du lien autour de lui parce qu'il est toujours, il est toujours drôle, il a toujours des histoires à raconter, etc. Donc du coup, pour la partie humour et affect hyper prononcé, j'adore ce mec, j'adore passer du temps avec lui. Et pour le coup, je vais souvent me ressourcer auprès de lui, lui demander des conseils, etc. Il y a pas très longtemps, j'ai rencontré le PDG de Vivendi, qui est une énorme boîte de l'industrie culturelle et qui est la maison mère du groupe Canal+, donc qui est un des bras droits de Vincent Bolloré, qui s'appelle Arnaud de Puyfontaine. Lui, il gère 48 000 personnes, je crois, et un chiffre d'affaires de plusieurs milliards d'euros. Et je l'ai rencontré dans son bureau, et en fait, c'est un mec qui est le mec le plus gentil du monde. Enfin, vous avez l'impression d'être en face de la plus grande crème. Il est hyper comment dire, accessible, il répond à plein de questions, il est super gentil avec les gens autour de lui. J'imagine que ça n'empêche pas par ailleurs de prendre des décisions parfois douloureuses et d'être dur en affaires, c'est son métier. Mais en fait, dans le contact humain, je me dis c'est incroyable d'avoir ce poste ce genre de responsabilité, ce niveau de responsabilité, et puis même de pouvoir en réalité, et d'être resté aussi humain et attaché à ce que vous avez trouvé chez l'autre en fait. Et donc je suis assez bluffé par ça. Il y en a plein, mais il y a aussi des figures de prêtres qui m'ont vachement marqué. De responsables de séminaires notamment, donc qui forment des jeunes à devenir prêtres, et que je trouve extrêmement bluffant. Enfin, je veux dire, moi je suis allé piocher toute ma vie en fait chez plein de figures différentes, et à la fin ça dessine un idéal que j'atteindrai évidemment jamais, mais qui est super structurant. Vous êtes responsable de dizaines de journalistes du coup. Et est-ce que vous auriez des conseils à donner pour gérer autant de personnes, pour garder un groupe et l'amener à un but commun, que ce soit dans le milieu médiatique ou professionnel, entrepreneurial? Moi j'ai de la chance en fait, c'est que justement Valeurs c'est une petite équipe. Donc j'ai une thématique, comme je vous disais, que j'ai beaucoup appris dans le scoutisme. En fait, c'est quasiment les mêmes volumes, quoi, en gros. Donc du coup, je sais pas, on va parler de entre 25 et 40 personnes, ça dépend des moments, ça dépend. Donc c'est relativement petit. Donc en fait, j'ai même pas besoin de me poser de questions. Je peux avoir une relation personnelle avec tout le monde. Je peux prendre le temps de discuter avec tout le monde chaque semaine s'il faut. Il y en a avec qui c'est utile, d'autres moins, mais donc du coup j'ai pas cette problématique là. C'est en fait relativement facile de diriger une rédaction aussi familiale, aussi homogène. On sait tous où on veut aller, même si les gens sont extrêmement différents, ils viennent pas des mêmes milieux, ils ont pas les mêmes opinions politiques, ou en tout cas pas les mêmes votes, mais à la fin il y a une dimension très familiale dans cette boîte qu'on cultive en faisant des pots quand les conditions sanitaires seront réunies. Et ensuite, et surtout, ouais, en vivant des choses ensemble, on a la possibilité de le faire. Si je dirigeais une rédaction de la taille du Monde avec 500 journalistes, ce serait complètement une autre thématique. Je sais pas comment je ferais d'ailleurs. Je sais pas si je serais bien, si je serais la bonne personne pour faire ça. En attendant, ce qui est sûr, c'est que là ici, on est entre une famille et un groupe scout et une colonie de vacances par moment, donc ça reste quand même relativement facile, quoi. J'ai les diplômes pour ça en tout cas. On va partir un peu sur autre chose, mais c'est une question qu'on se pose pas mal en voyant les chefs qu'on trouve aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que pour être légitime, il faut gravir les échelons petit à petit pour arriver au poste de chef, ou que certains peuvent arriver et avoir déjà la carrure, les capacités pour directement arriver à un tel poste? Je pense que les deux sont possibles en réalité. Je pense qu'il y a des gens qui sont vraiment faits pour être manager, pour être chef, pour insuffler une dynamique, un état d'esprit, des objectifs, pour transcender les gens avec qui ils travaillent, etc. Donc ce profil-là existe, il y en a plein qui réussissent comme ça. Il y a des gens qui sont chefs d'entreprise en fait et qui passent d'entreprise en entreprise. Je pense à notamment le patron de Renault, l'actuel patron de Renault, Jean-Dominique Sénard, qui était avant patron de Michelin. En fait, son métier c'est un haut fonctionnaire, je crois, et son métier c'est d'être chef d'entreprise. Et apparemment dans ces entreprises,
il réussit vraiment ce truc de manière humaine, etc. Donc je le connais pas personnellement et j'ai jamais bossé avec lui, donc je peux pas vous en dire plus, mais ça existe, et pourtant je pense qu'il a jamais monté un pneu ni fabriqué un moteur, donc voilà. Après moi je suis de l'autre école parce que je dirige une entreprise dans laquelle je suis entré comme stagiaire. Ça a plein de qualités aussi, c'est-à-dire que en fait ça a plein de vertus, parce que je connais plein de postes, je peux donner des conseils aux petits jeunes. Eux aussi par moments ils peuvent regarder ce que j'ai fait avant et se dire et donc du coup savoir que j'ai été capable à un moment donné de faire ce que leur métier aujourd'hui, enfin bref, donc ça donne une autre forme de légitimité. Moi je suis plus à l'aise avec cette option là parce que encore une fois c'est mon histoire, c'est un journal dans lequel j'ai passé 99% de ma vie professionnelle et que j'y suis hyper attaché, donc je suis content d'être passé par toutes les étapes aussi. Je serais même d'ailleurs honnêtement content si un jour je suis plus le chef de redescendre, de faire autre chose, enfin c'est pas du tout quelque chose qui m'angoisse. Mais donc je pense que les deux existent et que ça dépend des qualités des gens, et que en fait moi il se trouve que je suis plus partisan même je suis très heureux, je pense que moi ça me sert en tout cas de temps en temps de remettre un peu les mains dans le cambouis. Par exemple il y a pas très longtemps j'ai engueulé un journaliste ici qui voulait pas faire qui se démerdait pour pas faire ses décryptages d'interviews, c'est-à-dire vous interviewez quelqu'un et en fait après il faut s'écouter la bande et taper mot à mot ce que la personne a dit pour faire une retranscription et ensuite la remettre un peu en forme et tout. Et ce journaliste-là se démerdait pour faire ça par des stagiaires alors qu'il était lui-même stagiaire 2 ans ou 1 an avant. Et je lui ai dit non mais t'es fou, en fait il faut que tu gardes un contact avec ce truc là, c'est si tu laisses les tâches pourries aux stagiaires et que toi parce que t'es sorti de ta condition de stagiaire très récemment, tout à coup tu décides que c'est terminé pour toi et que tu voles dans une autre sphère, tu vas te couper de trop de réalité en fait. Et donc du coup peu de temps après je fais une interview avec ce journaliste là, je me suis du coup obligé pour montrer l'exemple à me taper une partie du décryptage, ça m'a carrément saoulé en fait mais parce que ça n'a aucun intérêt. Mais en fait je pense que la leçon que j'en tire pour lui et pour moi en fait c'est que c'est super utile de temps en temps de continuer à faire un tout petit peu, évidemment on fait beaucoup moins, mais un tout petit peu les tâches un peu ingrates ou un tout petit peu les trucs pour garder un contact avec le réel, avec le métier des autres, pour pas trop se couper quoi. Aujourd'hui, on voit que de nombreux médias ne vivent plus que grâce aux subventions. Vous pensez que c'est un problème de direction de leur part, justement ? Je sais pas, parce que comme c'est très généralisé en fait, il n'y a pas que des mauvais chefs non plus dans la presse, donc non je pense pas que ce soit un problème ni de direction ni de management, je pense que c'est un problème de modèle, c'est-à-dire qu'en fait c'est complètement autre chose, mais c'est il y a plus de public il y a plus beaucoup de public pour le politiquement correct, donc il y a plus de modèle économique pour la presse quand elle est politiquement correcte, donc les subventions publiques font le job. Je le dis d'autant plus que nous on est un journal qui n'a plus de subventions publiques, donc du coup en fait je suis super heureux, je trouve ça hyper sain de vivre de nos lecteurs et de se battre avec nos petits bras pour essayer de chaque année de dégager un résultat positif, ce qu'on réussit à faire en ce moment. Donc ça je trouve ça top. Après voilà, non, je pense que c'est un problème de modèle, c'est un problème de un peu de pensée unique en fait dans les médias où les gens, même s'ils sont très talentueux et qu'ils ont des très belles plumes ou beaucoup de talents journalistiques, vont tous se jeter sur la même niche. Ça finit par être compliqué. Je veux dire, aujourd'hui moi si j'étais patron de Libération, je sais pas ce que je ferais pour relancer ce journal, mais je crois que le créneau est bouché quoi. Enfin c'est vraiment compliqué. Et j'avoue on est plus tranquille quand on fait Valeurs Actuelles, il y a beaucoup moins de monde qui vient nous concurrencer sur nos plates-bandes quoi. Donc, à part Valeurs Actuelles, bien sûr, peut-on encore trouver des bons chefs de rédaction ? Et surtout, quelle est la qualité indispensable dans Non mais il y en a plein, ce métier ? il y en a plein, moi il y a plein de journalistes que j'admire, y compris quand on partage pas les mêmes idées, et plein de patrons de rédaction. Je sais pas, par exemple, moi quand j'ai fait un court passage au Point quand j'étais étudiant, et j'ai vu, c'était assez amusant la transition entre Franz-Olivier Gisbert, qui était donc le patron à l'époque, qui est un immense journaliste, qui a écrit des livres incroyables, qui a fait des articles incroyables, qui a même plusieurs fois réinventé un peu le modèle de la presse, parce qu'il a dirigé, quand il avait 30 ans, le Nouvel Obs, ensuite il a été patron du Figaro, puis du Point, enfin, et en fait le mec a su s'adapter à l'époque en permanence pour faire justement des journaux donc c'était lui c'était le management par le charisme, par le talent et par l'intuition quoi. C'est-à-dire qu'en fait je me souviens très bien que quand j'y étais, les journalistes du Point disaient la grande phrase c'était c'est Franz quoi, c'est Franz, c'est-à-dire en fait on comprend pas forcément ce qu'il veut, on comprend pas forcément ce qu'il fait des trucs très bizarres, on n'aurait pas fait comme lui, mais en fait c'est Franz, il a le truc en plus quoi, et lui c'était sa manière de manager. Et en fait quand je suis arrivé,
il a commencé à entamer une phase de transition où il donnait les rênes. Il l'a fait progressivement, ça s'est fait en plusieurs années, mais à celui qui est l'actuel patron du Point, Étienne Jarnel, qui est un profil qui n'a rien à voir, qui est un mec qui venait du service économie, qui lui pour le coup était extrêmement compétent sur le changement de modèle de la presse, le basculement dans le numérique, la manière dont il fallait s'adapter, etc. Et qui lui venait de la rédaction. Et je crois pouvoir affirmer qu'au moment où il a été nommé du coup numéro 2 de la rédaction, directeur adjoint je crois de la rédaction du Point, ça a surpris beaucoup de monde en fait. Et là j'ai vu un mec devenir chef en fait, c'est assez marrant. Et en fait, lui c'était autre chose, c'était un bureau de travail. C'était un bureau de travail et puis une pile électrique toujours en train de courir dans les couloirs avec ses cheveux en l'air et tout, et j'ai vu du coup une autre forme de management s'imposer. Alors c'était il y a longtemps, ça fait, moi j'ai pas bossé avec eux directement, donc voilà, mais j'ai observé ce truc là, et en fait ça veut bien dire que il y a des gens de talent énormément dans ce métier, ça c'est sûr, et ensuite que deux personnalités extrêmement différentes et de manière extrêmement différente d'incarner la fonction du coup de patron peuvent fonctionner, parce que c'est une belle boîte, Le Point, c'est un journal qui marche bien et qui a réussi en plus sa transition, ce qui veut dire qu'en gros ils ont réussi à passer d'un extrême à l'autre en gardant une stabilité et une continuité. Ça veut dire que même que tout est possible. Vous pensez qu'il y a des qualités propres à ce métier qu'il faut impérativement avoir? Bah quand même quand on est journaliste, ouais, faut s'intéresser un peu je sais pas, faut avoir un peu de liberté d'esprit, d'intuition de temps en temps, d'audace, puis bon après faut savoir faut savoir changer de braquet quand on s'est planté quoi. Enfin en tout cas moi c'est ce que je vis au quotidien. Ouais, il y a des qualités propres évidemment, puis bon après je sais pas, faut avoir un sens de l'actu, enfin mais ça c'est relativement répandu. Franchement en vrai, moi je trouve que cette profession elle souffre plus elle souffre plus des mots de l'époque, c'est-à-dire en gros l'unanimisme, en gros la pensée unique, même si le terme a été beaucoup trop utilisé, maintenant on l'utilise à toutes les sauces, mais ça reste vrai, le conformisme et l'entre-soi sociologique ou idéologique, quoi, en gros. Je pense que des vrais problèmes de cette profession c'est ça. Mais c'est pas le manque de talent, parce que il y a moi je lis toutes les semaines avec plaisir dans l'Obs des papiers super bien écrits quoi, qui vont défendre la GPA aux États-Unis. Bon en fait je suis pas d'accord, mais par contre les histoires sont super bien racontées, les gens ont beaucoup de talent et c'est pas le problème quoi. Aujourd'hui, on parle beaucoup dans le débat public de la recherche d'un chef, d'un bon chef. On dit que les Français attendent un homme providentiel. Est-ce que vous êtes d'accord au fait qu'on trouve peu ou pas de bons chefs, et pourquoi selon vous? Bah, en fait, moi je fais partie des gens qui pensent que l'état du pays est genre catastrophique, quoi. Enfin, qu'il y a un drame qui est en gestation, et que probablement on va vivre des temps assez sombres. Je suis peut-être un peu pessimiste, mais en tout cas j'ai le sentiment que c'est en train de se préparer, de se mettre en place, que l'actualité de tous les jours nous offre 3 raisons monstrueuses de s'indigner, d'aller faire une manifestation à 1 million de personnes, et en fait on s'est tellement habitué, je parle des faits divers notamment ultra glauques, d'agressions au marteau, enfin de ce genre de choses qui est en fait devenu vraiment le quotidien. Si on voulait me parler que de ça, on essaie de s'infliger une hygiène mentale et de parler d'autres choses aussi, mais franchement c'est monstrueux, et je pense que ce pays va très mal et qu'il est au bord de l'explosion, et que voilà. Et donc du coup la question du bon chef elle se pose parce que en fait dans l'histoire de France, tous les moments où on est arrivé à cet état de délitement, en réalité, et qu'on a été proche de la guerre civile, ou en tout cas du chaos, c'est une figure qui a émergé, qui a permis de reconstruire, en fait. C'est, vous connaissez l'histoire de France comme moi, mais c'est Jeanne d'Arc, le général de Gaulle, enfin bref. Et bon, c'est pour ça qu'aujourd'hui la question se pose, et que du coup les gens regardent désespérément un peu partout, sans voir en fait qui va être ce sauveur. Et je pense que c'est pour ça, c'est la seule raison pour laquelle on se pose cette question. J'espère de tout cœur que quelqu'un sortira. Je suis complètement persuadé que potentiellement on le connaît pas, mais qu'il existe en fait, et que en effet ça pourrait tout changer, parce qu'en fait aujourd'hui en fait ce qu'on attend c'est quelqu'un qui est capable de changer le destin du pays, quoi, et en fait ça ne peut être qu'un grand homme. Et pour l'instant, dans la politique telle qu'on la connaît aujourd'hui, j'en vois pas de grand homme. D'accord. On apprend dans notre cours de leadership qu'un chef a charge d'âme. Est-ce que pour vous, le chef a aussi ce côté spirituel en plus que du côté pratique? Moi je suis catholique, donc je suis croyant, donc je pense que oui. Après, dans une entreprise, on peut vous reprocher, si vous spiritualisez trop le truc, on peut vous le reprocher, et puis on peut vous dire surtout que c'est pas votre métier, etc. Donc pour le dire différemment, en fait, en tout cas, c'est sûr, pour le dire avec des termes déchristianisés,
je suis absolument persuadé que le bien commun déjà, ce qui est une notion plus philosophique que spirituelle, est de la responsabilité, pas uniquement, mais quand même de la responsabilité de celui qui dirige et qui doit tendre vers ça. Donc du coup, en fait, à partir du moment où vous voulez tendre vers le bien commun, qui n'est pas une somme d'intérêts particuliers, en gros, il faut que vous réussissiez à faire en sorte que tout le monde œuvre à ça, et ça passe par le fait de mettre dans les meilleures dispositions chaque personne avec qui vous travaillez, de progression, de bien-être, même si le terme est ultra galvaudé, c'est pas exactement ça d'ailleurs, le terme c'est pas du bien-être physique, quoi, mais de bien s'épanouir, de bien progresser, de donner le meilleur de soi-même, etc. Donc en fait, à la fin, ça c'est la version management du truc, mais on peut appeler ça la charge d'âme, c'est exactement, ça veut dire exactement la même chose. Et ça, j'en suis persuadé, bien sûr, absolument. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, si vous dirigez un collectif de gens qui œuvrent à un projet collectif, un projet commun, et qu'il y en a un qui est en dépression, suicidaire et qui donne rien, c'est que vous avez raté un truc en fait. Et donc du coup, ça ne doit pas exister. Donc à partir de ce moment-là, bah ouais, vous avez un peu de charge d'âme de cette personne. En réalité, même si ça peut s'appeler autrement, ça peut passer par d'autres choses, ça peut être simplement lui conseiller d'aller voir un médecin et le changer de poste et lui faire autre chose dans lequel il va plus s'épanouir. Mais en fait, à la fin, moi c'est exactement la même chose. C'est des termes différents pour dire la même chose. Donc je suis convaincu de ça. Quel conseil donneriez-vous aux étudiants de l'ICEP qui ont, pourquoi pas, comme but de s'insérer dans la vie médiatique et pourquoi pas peut-être devenir chef de rédaction un jour? Alors, si c'est ceux qui veulent devenir journalistes, je leur conseillerais un truc, c'est de développer à fond leurs compétences. C'est-à-dire qu'en gros, pendant longtemps, moi j'aurais pas dû être journaliste parce que je venais d'un milieu où on connaissait pas de journalistes, où la presse faisait pas partie de ma vie, etc. Et finalement, j'ai eu la chance, grâce à mon petit frère qui m'a donné l'idée, et puis à Éric Zemmour qui m'a donné la voix quand je l'ai découvert à la télé, de me dire que c'était peut-être un métier que je pouvais faire, etc. Et j'ai eu la chance parce que c'est vraiment ma vocation, je pense. Je crois que les gens qui sont engagés, qui veulent s'engager pour leur pays en étant journaliste, ont tendance un peu trop à chouiner en disant ouais mais bon c'est un métier, un milieu trop fermé, y a pas de place pour les gens de droite parce que la gauche elle prend tous les postes, etc. En fait ça a longtemps été vrai, je pense que c'est de moins en moins le cas. En revanche par contre il y a une vraie sélection sur la compétence, c'est un milieu compliqué parce qu'en fait il n'y a pas beaucoup de boulot, et il y a beaucoup de monde qui veut faire ce métier. Donc du coup en gros la sélection se fait sur la capacité, la force de travail et le talent. Donc faut bosser à mort, faut être compétent, mais ne serait-ce que compétent techniquement quoi. Faut vraiment être bon en vidéo par exemple, il y a besoin de compétences. Donc en fait quelqu'un qui est bon, il a pas de raison de pas trouver de boulot. En radio c'est pareil, en télé c'est pareil, dans la presse écrite c'est pareil. Quelqu'un qui écrit super bien en fait ne pourra pas être au chômage toute sa vie à cause de ses idées, c'est pas vrai. Donc du coup c'est vraiment la première chose, c'est vraiment d'oublier ce côté on est censuré, on n'a pas notre chance, c'est faux. Il faut juste être compétent, c'est la première des choses. Et ensuite, pour devenir chef, je sais pas trop quel conseil je peux donner. Je pense que tout le monde peut y arriver en réalité et que faut juste moi, c'est vraiment ce que j'ai compris de ma petite expérience pour l'instant. Peut-être que dans 10 ans, je vous dirai autre chose, mais c'est vraiment de savoir. La notion de responsabilité, elle s'est dilatée, diluée complètement dans notre société. En fait, plus personne n'assume vraiment ça. On voit bien avec les histoires de Covid que tout le monde est là à flipper de son risque pénal, etc. Alors qu'en fait, à un moment donné, il aurait fallu quelqu'un qui dise j'assume si je dois aller en tôle, peu importe, mais en fait, j'en fais ça. Bon, et ben en fait, c'est d'avoir un sens de la responsabilité. Ça se développe, hein, c'est pas forcément inné et tout, mais de savoir assumer une responsabilité, et y compris prendre des coups de temps en temps quand c'est nécessaire. Et aussi assumer de se tromper, et puis éventuellement de perdre son boulot si on s'est trompé, quoi. Et puis ensuite de savoir rester au service de ses idées, de ses équipes, d'un projet, etc. Je pense que c'est les deux choses qui sont vraiment les deux jambes en fait du manager, quoi. Moi c'est empirique en fait, mais c'est ce que j'ai constaté à ma modeste petite place, ma petite troupe de Boy Scout. Merci beaucoup. Merci. On reviendra peut-être dans 10 ans pour voir si vous avez d'autres conseils. Ouais. On en sera d'autres.